Dans le jeu des trônes, le pouvoir réside là où les hommes pensent qu'il réside, et qui va à la chasse perd sa place. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans la Citadelle pour l'analyse de l'épisode 3 de House of the Dragon. Un épisode 3 qui est vraiment très sympa, vraiment très cool, peut-être pas aussi excellent que ses deux prédécesseurs, mais voilà, un épisode qui a quand même énormément de choses à raconter, et qui pour moi est assez inégal. Alors on a un épisode qui est en deux parties. Une première partie qui met en scène la vie de la cour et de la chasse royale, qui est tout simplement excellente. Alors tout n'est pas parfait, évidemment, mais dans l'ambiance, surtout dans le développement de certains personnages, dans l'atmosphère, c'est vraiment du grand A Song of Ice and Fire. Et on a une seconde partie, donc, qui dépeint la guerre dans les Stepstones, qui est globalement quand même assez décevante, hein. On y reviendra tout à l'heure. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est tout d'abord le développement de Viserys. Avant Hot D, tout le monde attendait surtout les personnages comme Rhaenyra, comme Daemon, mais c'est vraiment lui la star de la saison, ou en tout cas de ses 3 premiers épisodes. Et dans celui-ci, on entre vraiment à fond dans la psychologie du personnage, et c'est hyper intéressant. Je retiens également la représentation de l'univers, de la cour, d'une vraie partie de chasse royale, et donc comme je disais tout à l'heure, vraiment cette atmosphère qui est hyper bien rendue. Les autres éléments d'importance qui ressortent de cet épisode, c'est également l'évolution de Rhaenyra, évidemment, sa relation par rapport à son père et par rapport à l'héritage du trône, et finalement les personnages secondaires. On en a beaucoup qui arrivent, et ceux qui étaient déjà là continuent d'être très bien écrits, je pense notamment à Lionel Strong qui est toujours vraiment épatant. En revanche, cet épisode a pu par moments me laisser entrevoir quelques petits motifs d'inquiétude. Alors rien de grave, mais voilà, je me pose quelques questions pour la suite, notamment dans sa façon de gérer le statut d'héritier et la légitimité de Rhaenyra. J'ai trouvé que l'épisode, et notamment en particulier Viserys, n'était pas assez ambigu sur sa volonté, alors que c'est justement cette ambiguïté par rapport à son désir d'héritier qui va déclencher tout le reste de l'intrigue en fait. Donc pour l'instant ça va, mais j'ai peur qu'on puisse assister à une certaine perte de nuance entre les différents parties pour le reste de la série. J'ai pas grand chose à dire sur l'opening de cet épisode, mis à part que j'ai pu remarquer qu'il y a un lien de sang en plus qui est du côté vert, donc du côté des Hightower, qui représente probablement la naissance d'Aegon dans cet épisode. Et on entame avec une petite intro dans les Stepstones, voilà, qui sert pas grand chose, juste qui met un peu l'ambiance, qui met un peu d'action. Ce que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est la puissance de feu des dragons, qui est vraiment cool. On voit que les mecs se font littéralement vaporiser par le feu des dragons, donc voilà, c'est toujours impressionnant à voir. Par contre, j'ai trouvé les dragons un peu trop résistants dans cette scène. J'aurais aimé en fait voir les dragons un petit peu plus vulnérables, parce que oui, c'est des machines de guerre, mais en fait, il faudrait voilà, les rendre un peu plus fragiles, dans la mesure où, si les dragons sont vraiment trop puissants, ça enlève totalement tout l'intérêt du reste des batailles et des troupes à pied en fait. J'ai bien aimé le petit détail de Daemon qui arrive en écrasant le mec qui lui demandait de le sauver. Ça prouve une nouvelle fois que Daemon en fait s'en fiche un peu des conséquences, il fait ce qu'il a envie de faire et il est juste là pour obtenir des résultats. Petit détail de cette scène qui m'a un peu perturbé, j'aurais bien aimé en fait voir les gars de la triarchie discuter entre eux en valyrien bâtard. Ils parlent tous dans la langue commune, donc ici qui est rapportée en anglais hein, évidemment, alors que ils viennent de 3 des cités libres d'Essos qui parlent une branche bâtarde du valyrien. Et pour rester dans une critique un peu similaire, quelque chose qui me dérange, c'est les personnages qui parlent au valyrien, mais qui prononcent les noms en valyrien avec un accent anglais. Donc typiquement, dans l'épisode précédent, on avait Laena Velaryon qui parlait de Vhagar au lieu de Vagar, et dans cet épisode-là, on a Daemon qui appelle Kragas Drahar, il l'appelle Drahar, et je trouve ça vraiment hyper... je sais pas, perturbant, hyper désagréable à l'oreille en fait, de savoir que quelqu'un qui parle littéralement cette langue prononce avec l'accent de quelqu'un qui parle en fait la langue commune quoi. Et on commence vraiment l'épisode avec cette première partie qui va décrire des scènes classiques de la vie à la cour du roi. On apprend tout d'abord qu'il y a eu un saut d'environ 3 ans, et la série déconne vraiment pas avec la temporalité, et c'est tant mieux parce que il faut avancer. On apprend surtout que le fils du roi, Aegon, est né, et donc celui qui, selon toute vraisemblance, devrait être l'héritier au trône si tout se passait normalement, mais évidemment, vous avez vu l'épisode, vous savez déjà que ça va pas être exactement le cas. À ce propos, on a une petite discussion entre Otto Hightower et son frère aîné, Hobert, le seigneur d'Oldtown, pour nous faire comprendre que la noblesse est prédisposée à accueillir Aegon comme héritier.
La dynamique entre les deux frères est assez intéressante parce qu'on voit que même si Otto occupe la deuxième place la plus importante du royaume, il reste quelque part le deuxième fils. Et en fait c'est un thème qui est assez important dans la série et qu'on a déjà vu apparaître et qu'on va continuer de voir, le thème du deuxième fils et de comment faire sa place. Donc là c'est le cas avec Otto, mais on l'a surtout vu avec Daemon et sa relation avec le roi. On va le voir également un peu avec Larry's Club Foot plus tard dans cet épisode, avec Tyrion et Jason Lannister, etc. Et en parlant de ça, on apprend donc que Corlys Velaryon a été remplacé au conseil par Tyrion Lannister justement, le frère jumeau mais cadet du seigneur de Casterly Rock, Lord Jason. Et cet épisode, c'est vraiment le festival des personnages secondaires, et j'aime ça énormément parce qu'ils ont tous un intérêt, une personnalité, et on aura l'occasion de voir ça plus tard avec les autres personnages qui vont arriver. Et donc Tyrion nous apprend que la guerre fait rage depuis 3 ans, et que la situation semble assez critique. Alors personnellement j'aurais préféré qu'ils nous le montrent un peu plus qu'ils nous le disent au cours de cet épisode, mais bon. On comprend également que Viserys a du mal à contrôler sa fille Rhaenyra, parce que voilà, il la cherche, il sait pas où elle est, et ça transitionne sur une scène dans le Godswood, avec une transition qui est assez amusante, parce que Viserys justement demande où se trouve sa fille, et ça cut sur une chanson dont les paroles sont « Sous le regard du dragon ». Can someone tell me where in the seven hells Rhaenyra might be? Under the dragon's eye. Ce qui est en fait littéralement sous le regard de Viserys. Donc on peut y voir la relation entre Alicent et Rhaenyra, qui nous est introduite au même endroit exact que dans l'épisode 1, avec des similitudes très fortes qui mettent justement en valeur l'évolution qu'il y a eu pendant ces années. La principale similitude, au-delà du lieu évidemment, c'est la mention de Nymeria. Alors dans l'épisode 1, on voit Rhaenyra qui est en train d'apprendre son histoire, et dans cet épisode, c'est le barde qui chante littéralement l'épopée de Nymeria. Alors Nymeria, c'est qui ? C'est une reine guerrière qui emmena son peuple, les Rhoynar, en exil pour fuir les dragons de Valyria. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait mention de son histoire dans l'épisode sur l'histoire de la navigation à Westeros. Le parallèle entre Nymeria et Rhaenyra est très fort, parce que Nymeria, c'est une femme reine, déjà, c'est une guerrière indépendante, et donc elle reprend 2 des archétypes qui sont plus traditionnellement associés au genre masculin. Elle était déjà un exemple pour Arya, dans la série Game of Thrones, puisque Arya nomme son direwolf Nymeria, qu'elle suit sa propre voie, etc. Donc on est un peu en train d'avoir une Arya bis, quoi. Et je me demande si c'est pas également un peu de teasing, parce que j'ai cru comprendre que HBO était possiblement dans l'optique de la production d'une série sur l'histoire de Nymeria et des 10 000 navires. Le parallèle est assez amusant, parce que Nymeria, donc elle fuit les dragons, et c'est exactement ce que Rhaenyra est en train de faire en fuyant son père Viserys. Cette scène nous présente surtout l'opposition entre Alicent et Rhaenyra dans leur rôle. Alicent est enceinte, ce qui est un peu le summum du rôle de la femme, en tout cas dans cette société, et Rhaenyra, de son côté, elle poursuit un idéal qui est considéré comme plutôt masculin, donc avec l'exemple de Rhaenyra comme on l'a dit, mais également avec celui d'héritier du trône, et puis plus tard avec la chasse, puisque c'est elle qui ramènera le gibier au camp. Sinon, on a également une opposition entre ces deux personnages qui est beaucoup plus directe, celle pour le contrôle du troubadour, ça vous aura pas échappé. On se dirige petit à petit vers la partie de chasse avec une scène de transition dans un carrosse où est fait mention donc de la maternité, de l'accouchement. Évidemment, ça rappelle la mort d'Aemma Arryn dans le premier épisode, ce qui est extrêmement traumatisant pour Rhaenyra, et donc forcément, parler d'avoir des enfants, ça l'atteint pas vraiment. Encore une fois, on a cette inversion des rôles traditionnels, parce que Rhaenyra se reconnaît pas dans ce rôle de mère. Petite phrase intéressante, Rhaenyra dit que les sangliers couinent comme des enfants quand on les abat, ce que je peux vous confirmer, j'ai assisté à la mise à mort d'un cochon quand j'étais en Amérique du Sud, vraiment ça hurle, c'est terrifiant. On dirait une poissonnière de Ménilmontant. 2 choses par rapport à cette phrase, donc la première, c'est évidemment une anticipation de ce qui va se passer, puisqu'au final c'est Rhaenyra qui sera à l'origine de la mise à mort du sanglier plus tard dans l'épisode, et le deuxième, c'est une référence évidemment à Aegon, et plus généralement du coup au non-désir de Rhaenyra d'avoir des enfants, voilà, on reste vraiment dans ce thème-là. Et donc en conclusion, en 2 scènes, on pige assez rapidement les problématiques auxquelles est confrontée Rhaenyra. Donc la première, c'est cette inversion des rôles, qui quelque part va de pair avec sa position d'héritière et toute son histoire. Et on comprend cependant qu'elle cherche pas à se montrer comme une héritière, parce qu'elle fuit ses obligations, elle fuit son père. On voit qu'elle vit également assez mal le fait de se faire remplacer, ce qui envoie directement à l'épisode 1 et la scène du Godswood, où elle dit qu'elle aime sa position et qu'elle a pas peur d'être remplacée. Et d'ailleurs, elle dit également qu'elle rigole pas avec les gâteaux, ce qui est assez amusant parce que un peu plus tard dans cet épisode, justement, elle fera une blague sur les gâteaux. Donc voilà, on voit encore une fois la grosse évolution qu'il y a pu avoir pendant ces années. Et la peur de se faire remplacer renvoie également à Daemon, qui dans le premier épisode, dans une discussion avec Mysaria, montrait que justement il avait peur de se faire remplacer aux yeux du roi.
Et on en vient donc à la partie de chasse, et je dois commencer par un constat global, qu'est-ce que c'est bien rendu ? Que ce soit les décors, les costumes, l'atmosphère générale, le défilé des personnages secondaires qui interagissent tous entre eux, le temps que la scène prend, vraiment tout y est. Vous savez, Martin avait dit que de toutes les 8 saisons de Game of Thrones et de toutes les controverses qu'il y a pu avoir, la scène qu'il avait le moins aimée, c'est la scène de chasse du roi Robert dans la saison 1, accompagnée de 3 pauvres types avec une lance. George Martin disait qu'il aurait dû y avoir des centaines de personnes, des pavillons, des chevaux, des chasseurs royaux, des chiens, etc. Ça aurait vraiment dû être à la hauteur d'une sortie royale, quoi. Et sauf que malheureusement, ils n'avaient pas le budget pour. Et donc voilà, cet épisode, il est pour toi, George, tu l'as bien mérité. Et c'est vrai que toute cette partie de chasse, en fait extrêmement Martin, mais Martin de la saga principale des livres. C'est-à-dire, on a une unité de lieu, une atmosphère qui se met tranquillement en place, une narration qui est centrée autour des personnages et de personnages bien définis, et quelques dialogues qui les font se développer grâce à des personnages secondaires omniprésents, et dont les interactions nous dévoilent certains aspects des personnages traités. Et c'est d'autant plus bluffant en fait, que le support pour cette série, Fire and Blood, est littéralement à l'opposé de la saga principale. Mais voilà, là j'ai vraiment la sensation d'avoir assisté à 2 chapitres, un du point de vue interne à Viserys et un du point de vue de Rhaenyra. Voilà, donc ça c'était plus sur la forme, on va pouvoir maintenant étudier le fond, et voir ce qu'on peut apprendre sur les personnages, sur l'intrigue, même si c'est pas vraiment le but de cette partie, de la faire évoluer. Je vais pouvoir vous détailler ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, et je vais le faire selon 3 axes, Viserys, Rhaenyra et les personnages secondaires. Et on va commencer par ces derniers, parce qu'il y en a à la pelle. Donc on continue déjà avec Oberyn Hightower, qu'on avait déjà pu croiser en début d'épisode. On aperçoit également les fils de Lionel Strong, l'aîné, Arwyn, de son surnom Breakbones, donc le briseur d'os, que Viserys qualifiera plus tard de plus grand guerrier du royaume, et du fils cadet, Larys, dit Clubfoot, donc Clubfoot ça veut dire littéralement pied beau. On peut également voir les jumeaux Lannister, Jason et Tyland, et d'ailleurs énorme big up à l'acteur, Jefferson Hall, parce qu'il réussit une sacrée performance en jouant radicalement différemment les 2 frères. D'ailleurs c'est assez marrant, HBO a décidé de leur donner 2 coupes de cheveux différentes pour qu'on puisse les reconnaître. Et donc on est du point de vue de Rhaenyra, et on comprend qu'elle commence à se faire remplacer, et qu'elle se sent donc isolée. Elle va finir par tomber sans le vouloir au coin des ragots, au coin des gossips, parce qu'évidemment les hommes chassent et font de la politique, pendant que les femmes, elles gossipent. C'est assez évocateur du rôle de chaque genre dans cette société, et ça montre encore une fois que Rhaenyra n'en fait pas vraiment partie, parce que voilà, elle s'implique pas vraiment là-dedans, et en fait ça va même s'inverser, puisque Rhaenyra finira par chasser et ramener le gibier. Et cette inversion des rôles, c'est un peu le centre de l'épisode, et c'est évidemment une référence à Rhaenyra qui serait destinée à assurer un rôle plus masculin, donc celui de s'asseoir sur le trône. Larys Strong les rejoint, son infirmité l'empêchant de tenir son rôle, et donc en quelque sorte on a également aussi une inversion des rôles traditionnels pour ce personnage. Et d'ailleurs cette fratrie Arwyn et Larys Strong, ça me rappelle vraiment celle de Jaime et Tyrion, c'est-à-dire qu'on en a un qui est vraiment un valeureux chevalier, voilà, qui assure ce rôle de combattant, et l'autre qui, à cause de son infirmité, participe plus voilà, aux discussions, aux ragots, aux manœuvres politiques. Et en tout cas, on retiendra que Larys Strong se mêle donc justement à ces rumeurs, à ces murmures. On a également une petite joute verbale entre Rhaenyra et Lady Redwyne. Ça montre vraiment que Rhaenyra en fait ne rentre pas dans ce jeu, et ça montre également qu'elle est pas diplomate parce qu'elle l'envoie vraiment chier, et elle-même s'isole. Et d'ailleurs, ça fait encore une fois écho, comme je disais tout à l'heure, de son évolution depuis le premier épisode, puisque dans le premier épisode, elle dit qu'elle ne blague jamais sur les gâteaux, et que là, c'est littéralement en fait la réplique qu'elle sort à Lady Redwyne. La scène suivante nous introduit Jason Lannister, le seigneur de Casterly Rock, et c'est une introduction assez cool du personnage. On voit bien ce côté arrogant, fier, qui est très caractéristique de la maison Lannister, mais ça contraste pas mal avec son frère, et je trouve ça assez cool parce que ça permet de les différencier, de pas faire doublon, et de montrer que tous les Lannister de cet univers sont pas juste des copier-coller l'un de l'autre. Et encore une fois, chapeau à l'acteur. Et d'ailleurs, il me disait quelque chose, et je suis allé vérifier. En fait, c'est lui qui joue Hugh of the Vale, un chevalier du Val d'Arryn qui était écuyer de Jon Arryn dans la première saison de Game of Thrones. Donc voilà, c'est assez marrant de le retrouver. Mais en tout cas, dans l'attitude, dans le costume, dans le look, c'est très réussi. Il fait mention de Casterly Rock, et je trouve ça assez sympa parce que la description qu'il en fait est bien plus proche de celle des livres que cette merdasse qu'on avait eue dans les dernières saisons de Game of Thrones. Et voilà, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de voir à l'écran un vrai Casterly Rock. Par contre, Lord Jason nous dit que le rock est 3 fois plus grand que la tour d'Oldtown, ce qui est vrai. Mais par contre, il ajoute également que le rock est même plus grand que le mur, sauf que je vous rappelle qu'en fait la tour d'Oldtown elle-même est déjà plus grande que le mur, CF ma vidéo sur les 7 merveilles. Quoi qu'il en soit, Rhaenyra comprend que c'est une tentative de la marier et va confronter son père.
Alors ça colle bien évidemment à la Rhaenyra de la série, hein, qui est un peu rebelle, qui va à l'encontre de l'ordre des choses, comme disait Rhaenys, et en fait dans le livre c'est bien plus ambigu. Hein. Rhaenyra s'oppose à un mariage en particulier, en effet, Viserys galère un peu à la caser, mais il est jamais dit qu'elle l'est opposée au mariage en général. Mais de toute façon, l'écriture entière de Rhaenyra est créée pour la série, parce qu'on n'a pas ce niveau de détail dans Fire and Blood. Alors, c'est pas plus mal, hein, ce que la série elle fait avec ce personnage-là jusqu'ici, c'est pas mal du tout, mais par contre j'espère qu'ils vont juste la nuancer un peu. Parce que l'objectif il est clair pour l'instant, c'est d'en faire un personnage qui bouscule l'ordre établi, comme je le disais, et voilà, je parlais plutôt d'inversion des genres, donc on est vraiment dans cette thématique, c'est pour appuyer sur l'opposition aux traditions, afin de mettre en avant voilà, ce côté légitime qui est là pour devenir reine. Sauf que j'ai pas envie non plus qu'ils en fassent une caricature. Un personnage comme ça, on en a déjà eu un, c'est Arya Stark, et je trouve que c'est une facilité scénaristique un peu trop courante pour écrire une femme forte, d'en faire voilà, une rebelle anti-tradition, et voilà, de lui faire perdre un peu de sa féminité des fois. J'ai pas envie que ce personnage de Rhaenyra, qui peut être très intéressant s'il est bien écrit, soit trop unidimensionnel, mais on verra surtout donc plus tard quand elle sera amenée à être adulte, à se marier, à avoir des enfants. En tout cas, selon moi, le gros intérêt de la scène, c'est que pour la première fois, on voit Viserys assumer son rôle de roi et essayer de prendre des vraies décisions pour la stabilité du royaume, à savoir marier sa fille et héritière. Bon, comme on le verra plus tard, il sera malheureusement rattrapé par son inaptitude à faire la part des choses et à mettre de côté son amour paternel pour endosser ses responsabilités. Il y a une phrase qu'il prononce qui est très évocatrice. Il dit « Even I do not exist above tradition and duty », donc même moi je n'existe pas au-dessus des traditions et du devoir. C'est assez marrant et c'est un peu hypocrite en fait, parce que donc il dit qu'il n'existe pas au-dessus des traditions, sauf que si, puisqu'il vient de nommer littéralement une femme héritière en bafouant à la fois des siècles voilà, d'héritage, de traditions et les lois du royaume, mais il dit également qu'il n'est pas au-dessus du devoir, ce qui est aussi à prendre avec des pincettes en fait, parce que il esquive en permanence son devoir, et il n'a pas épousé Laena Velaryon, ce qui sera très justement rappelé par Rhaenyra plus tard dans cet épisode. Rhaenyra et Viserys vont donc se séparer, et on va s'intéresser en premier lieu au roi, sur qui est centré une bonne partie du reste de l'épisode, et c'est pas pour me déplaire, tant la série fait un travail aussi magnifique qu'inattendu autour de ce personnage. On apprend donc qu'il y a une chasse au cerf blanc, qui serait un symbole de royauté. Alors en effet, le cerf blanc, c'est une figure qui a eu pas mal de symbolique au cours de l'histoire. Dans la mythologie hongroise par exemple, c'est un cerf blanc qui aurait amené les Magyars à s'installer sur leur territoire. Chez les Celtes, le cerf blanc est un messager des dieux et de l'autre monde, et dans le mythe arthurien, il lance les chevaliers sur des quêtes. Et à l'image des signes et des prophéties dans Song of Ice and Fire, tout le monde y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Hein. C'est comme la comète rouge qui apparaît à la fin de la saison 1, au début de la saison 2 dans Game of Thrones. Et voilà, ce qui est important à retenir, c'est que, comme pour le rêve, comme pour tout, c'est sujet à interprétation. Et on continue de se plonger dans la psychologie de Viserys, qui va se mettre à picoler et à parler du sujet de Rhaenyra successivement à plusieurs de ses conseillers, Jason Lannister, Otto Hightower, Lionel Strong et enfin sa femme. Ces scènes sont mises en scène de sorte à être au plus près de Viserys, pour vraiment se mettre à sa place, pour comprendre la difficulté de sa position, de ses responsabilités, comment il est tiraillé par ses questions. Et donc on commence par un échange avec Jason Lannister, et si un des thèmes majeurs de l'épisode c'est celui de l'inversion des genres, là c'est le thème de la question de l'interprétation des signes qui revient. Parce qu'en effet, Jason, à l'image des nobles de la cour, voit en l'apparition du cerf blanc un signe favorable à Aegon. Mais surtout, on comprend que, de manière très logique, les grands du royaume s'attendent à ce qu'Aegon soit nommé héritier de par toutes les lois et les coutumes du royaume. Viserys va réagir à ça, et donc il y a plusieurs choses que j'aime bien et qui me dérangent à propos de cette réaction. Alors évidemment, en tant qu'humain, j'ai adoré sa réponse, comment il défend sa fille, qui sort vraiment les griffes en employant des thèmes forts comme rébellion. Et d'ailleurs, la réaction de Jason, elle est vraiment exceptionnelle, parce qu'on voit qu'il est plus en train de jouer à quelque chose, à faire des manœuvres politiques ou quoi, mais qu'il comprend pas du tout pourquoi Viserys est si énervé par rapport à ça en fait. Et son incrédulité en dit long sur le décalage énorme qu'il y a entre la noblesse et Viserys. Par contre, en tant qu'analyste, je suis pas très satisfait par la réponse de Viserys, dans la mesure où je la trouve pas assez ambiguë. Un des gros problèmes du règne de Viserys, et dont va découler un peu tout le reste des événements qui va arriver par la suite, c'est que il a toujours conservé un genre d'ambiguïté quant à sa succession. C'est-à-dire qu'en effet, il a nommé Rhaenyra, mais après, il a eu donc d'autres enfants, et sur le reste de son règne, il est jamais vraiment revenu sur sa parole, il a toujours un peu botté en touche, et en fait, c'est ça qui va déclencher pas mal de péripéties derrière. Et je trouve que la série, en fait, le fait un peu trop ouvertement devant sa cour supporter Rhaenyra, ce qui fait que ça enlève pas mal de nuances à la situation, parce qu'il faut bien réaliser que Rhaenyra comme Aegon sont légitimes, mais pour des raisons différentes, et en fait ça dépend ce que les gens considèrent.
Mais si la série écrit Viserys comme étant si décidé sur la question de sa succession, et ben en fait ça enlève quand même pas mal de légitimité à tout le parti d'Aegon. Un autre point de cet échange que j'ai beaucoup aimé, c'est la mention de la capacité ou non de la maison Lannister à fournir des dragons, parce que moi j'y vois un double sens, voire un triple sens. Le premier sens, et le plus pragmatique que Jason Lannister a à offrir, c'est de l'argent. Parce qu'en effet, pour rappel, les dragons d'or, c'est la devise du royaume, c'est la monnaie qui circule. Et évidemment, la maison Lannister est loin d'en manquer. Le deuxième sens, c'est d'offrir des descendants à Viserys, et ainsi renforcer sa lignée. En effet, les dragons, ça peut être une périphrase pour parler des Targaryens dans ce cas-là. Mais, et comme on parle de force, Viserys parle évidemment de dragon au sens propre, donc l'animal, rappelant à Jason que sa maison possède la réelle puissance et que les Lannister n'en ont pas. Et on passe donc au deuxième échange, cette fois avec la main, Otto Hightower, qui va proposer un mariage entre Aegon et Rhaenyra. Et on commence avec un petit la fierté de cet homme a de la fierté, qu'il dit en parlant de Jason Lannister, et j'ai trouvé ça vraiment très marrant et très intéressant, parce que la fierté, c'est littéralement ce qui définit la maison Lannister. Parce qu'en plus de leur attitude, les Lannister sont représentés par un lion, et il faut savoir qu'en anglais, une troupe de lions, ça s'appelle le Pride of Lion, donc une fierté de lion. Leur siège est Casterly Rock, donc un énorme rocher, et ça rappelle évidemment le rocher du roi lion, qui s'appelle Pride Rock en anglais, donc le rocher de la fierté. Donc voilà, on a la fierté, on a le rocher qui se rapproche directement de Casterly Rock. Et Otto Hightower va commencer par rappeler à Viserys que c'est lui le roi et qu'il a l'autorité sur Rhaenyra, sur quoi Viserys va répondre qu'il ne souhaite pas la contrôler, ce qui marque bien sûr la grosse différence avec son conseiller qui a totalement commandé sa fille pour amener le mariage. Mais ça montre surtout que Viserys est en opposition, non pas juste avec Otto, mais avec toute la noblesse en réalité, et avec le fonctionnement de la société en général, et c'est une phrase qui illustre totalement la personnalité du roi. Je ne veux pas la contrôler, je veux qu'elle soit heureuse. C'est vraiment la grande tragédie du personnage, un aspect qu'on a vu sous d'autres formes dans les analyses précédentes, mais qui au final amène au même constat. Viserys est un homme bien, il veut être un bon père, sauf que c'est incompatible avec ses responsabilités. Et comme souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et être une bonne personne ne garantit malheureusement pas d'être un bon dirigeant, surtout quand ça empêche de prendre des décisions pragmatiques qui s'imposent. Et ça va se voir directement avec la réaction de Viserys à la proposition d'Otto, qui montre vraiment à quel point le roi est totalement à côté de la plaque sur la politique. Otto propose donc LA solution, qui objectivement est la meilleure et permettrait d'étouffer dans l'œuf toute possibilité de crise de succession, et permettrait de rallier tous les grands du royaume autour de Rhaenyra. Et comment le roi va réagir ? Il va exploser de rire, c'est-à-dire que non seulement, quelque part, il rejette la proposition, mais en plus de ça, ça montre qu'il l'a même pas considéré, que ça lui est même pas venu à l'esprit. Et comme pour la proposition de mariage avec Laena Velaryon dans l'épisode précédent, il est incapable de faire la part des choses et de prendre la décision qui assurerait la stabilité et la continuité du royaume. C'est donc sa deuxième grosse erreur politique en très peu de temps, sauf que la politique, ça a pas l'air vraiment d'intéresser Viserys, ou en tout cas, il y est plus contraint qu'autre chose. Et on voit que sa façade de roi commence à se morceler, son sourire laisse place à un petit fucking qui est pas anodin et qui vient du fond du cœur, et le jeu d'acteur, encore une fois, de Paddy Considine est monumental. On voit qu'il tente d'échapper à ses responsabilités, mais quoi qu'il fasse, elles sont toujours constamment présentes, et ça me rappelle le début de l'épisode quand il dit que la guerre peut bien attendre 3 jours. Il a beau chercher toutes les excuses du monde pour repousser son devoir, le royaume, lui, il s'arrête pas. Et on va poursuivre sur cette idée avec une petite séquence dont le but est de rendre compte cette profonde solitude de Viserys, qui montre à quel point il est désemparé et torturé par toutes ses décisions à prendre. Et j'ai tendance à analyser beaucoup l'écriture et les dialogues, mais là, tout est une question de mise en scène et surtout d'effets sonores. Et on a donc un plan qui s'éloigne du roi et qui nous permet de le voir seul et préoccupé. Le contraste est amené avec tous les bruitages de rires, de fêtes qui sont passés sous un filtre qui étouffe leur perception, et donc on se trouve vraiment dans la tête de Viserys, qui donc n'arrive pas à profiter de l'anniversaire de son fils, et qui encore une fois est pas du tout sur la même longueur d'onde que le reste de sa cour. On ajoute à ça la consommation d'alcool, et on a une scène parfaite pour nous montrer les tourments internes du roi. Au passage, ce plan me fait énormément penser à une célèbre peinture polonaise qui s'appelle Stanchik, qui représente un bouffon à la cour royale de Pologne qui apprend la prise de Smolensk par les forces russes. Dans l'épisode, comme dans la peinture, le contraste est amené tout d'abord par la posture du personnage et son attitude en opposition au reste de la cour. Et c'est accentué donc d'une part dans la peinture par l'habit du bouffon, qui est censé être au cœur de la fête, à amuser la galerie, mais qui au contraire est le seul à comprendre la situation et à être profondément inquiet pour l'avenir de son pays, et dans l'épisode, par, comme je le disais, les effets sonores, les bruitages, le mixage. Et alors, est-ce que ce parallèle est volontaire ? Je pense pas.
parce qu'après tout, c'est une manière assez classique pour mettre en avant l'état psychologique d'un personnage, mais je pense que c'était intéressant à relever, notamment parce que ces deux œuvres montrent à leur manière une dynastie qui se dirige un peu vers le déclin. Et on poursuit donc avec un troisième interlocuteur, qui n'est d'autre que le maître des lois Lionel Strong, qui, encore une fois, est le vrai MVP du conseil, parce qu'il donne des suggestions avisées et ne pense qu'à l'avenir du royaume et non à son ambition personnelle. Je vous l'avais déjà introduit dans l'analyse de l'épisode précédent, mais Lionel continue d'être un des meilleurs personnages secondaires. J'aime beaucoup ce contre-pied. Le roi qui se sent entouré d'arrivistes, enfin, ou plutôt d'ambitieux on va dire, et Lionel en fait, qui n'en est pas du tout un, qui n'est pas dans cette optique-là. Et la remarque qui pour moi est la plus importante de cet échange, c'est la mention de Jaehaerys et de sa relation avec ses enfants, et en particulier ses filles. Alors Jaehaerys, c'est probablement le plus grand roi de l'histoire de la dynastie. Il a réformé le pays, il a amené la paix, la stabilité, la prospérité après des décennies de guerre civile, et contrairement à son petit-fils et successeur Viserys, il a su prendre ses responsabilités et prendre des décisions difficiles. Et ça s'est souvent fait au détriment de sa famille et de ses relations avec ses filles qui ont été relativement chaotiques. On voit donc très bien le parallèle et surtout la différence concrète entre ces deux rois. Viserys semble vouloir privilégier le bien-être de sa fille à son devoir envers le royaume, et c'est ce qu'il disait à Otto à l'instant, je veux pas la commander, je veux qu'elle soit heureuse. Et selon moi, c'est ça qui fait du roi un personnage dramatique. Ça m'évoque la fameuse tirade de Maester Aemon dans Game of Thrones, Love is the death of duty, l'amour est la mort du devoir. À vouloir être un bon père par amour, il en vient parfois à être un mauvais roi, en tout cas dans les circonstances actuelles du royaume. Et, une fois n'est pas coutume, j'ai encore noté quelques autres détails dans cet échange avec Lionel Strong, mais c'est des détails qui spoilent, et donc, encore une fois, je l'ajouterai dans la description pour ceux qui veulent bien le lire. Et le dernier interlocuteur de Viserys sera donc sa femme, la reine Alicent. Et on y voit le conflit intérieur toujours auquel est confronté Viserys, il peut enfin s'ouvrir un peu, d'une part grâce à l'alcool, et parce qu'il est aussi avec sa confidente. Et donc voilà, il est tourmenté par ses décisions, par rapport à son rêve prophétique, et sa culpabilité d'avoir essayé d'avoir un fils pendant si longtemps, ce qui a mené à la mort de son ex-femme. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que le roi ne sait pas vraiment comment réagir à cette nouvelle situation, au fait qu'il ait du coup sa fille de sa première femme, et son nouveau fils, et voilà, gérer le choix de l'héritier. Et l'arc de Viserys dans cet épisode se conclut finalement par la capture et la mise à mort d'un cerf, et non pas le cerf blanc espéré, mais bien un cerf ordinaire. Alors, qu'est-ce que nous montre cette scène ? Eh bien encore une fois, elle nous montre la position dans laquelle se trouve Viserys. Étant roi, il est soumis à des obligations. Il ne doit pas paraître faible aux yeux de la cour, aux yeux du royaume en général d'ailleurs, et donc même si ça l'enchante pas, il doit faire ce que l'on attend de lui, dans ce cas précis, abattre le cerf. Ça rappelle la phrase prononcée par Rhaenyra au sujet du mariage. Vous avez de la chance d'être libre de vos choix, ce qu'elle disait à Kristen Cole. Et également la phrase qu'il y avait eu dans les épisodes précédents, vous êtes roi mais je ne vous envie pas. Que ce soit Viserys ou Rhaenyra, on voit souvent apparaître ce thème de la place dont tout le monde rêve et peut-être pas finalement la plus enviable. Et le fait que Viserys n'arrive pas à tuer le cerf du premier coup, ça peut être interprété comme un signe de faiblesse devant tout le monde, et ça rappelle un peu l'exécution de Roderick par Theon Greyjoy dans la saison 2 de Game of Thrones, qui se passe un peu de la même manière, au moment où il doit vraiment assurer pour montrer sa puissance à tout le monde, il y arrive pas. Et finalement, j'arrive pas à ne pas voir le symbole dans le fait qu'il utilise une lance Lannister pour abattre un cerf qui est l'animal Baratheon lors d'une chasse, comme ça a pu se passer avec la mort de Robert dans la première saison de GOT. Et on s'est longuement penché sur l'arc de Viserys, mais maintenant on va pouvoir s'attaquer à Rhaenyra, qui a donc fui cette cour, et qui s'isole, qui persiste dans son auto-isolement en fait. Et donc, elle est amenée à se défendre contre un sanglier, avant d'évacuer sa frustration et sa détresse en le massacrant littéralement. Et donc, on a un premier parallèle en fait entre le père et la fille, qui tous deux doivent tuer un animal, l'un par obligation et pression sociale, car il n'existe pas au-dessus des traditions, et l'autre par conservation, pour se défendre. A noter que dans les deux cas, c'est leurs serviteurs qui font tout le travail, et eux ils ont juste à achever l'animal, mais contrairement à son père, Rhaenyra n'éprouve aucun remords. Je parlais en début de vidéo de l'inversion des rôles opérée par le personnage de Rhaenyra. On est en plein dedans là, parce que c'est elle qui prend le rôle de chasseur et qui ramène le gibier au camp maculé de sang, ce qui est donc une tâche qui est traditionnellement dévolue aux hommes, et en fait ça rappelle exactement sa position avec l'héritage du trône. D'ailleurs, j'adore le contraste entre la réaction de Jason Lannister, qui est totalement choqué, totalement même dégoûté, et Harwin Breakbones, qui lui est enchanté en la voyant revenir comme ça, alors que le premier avait été proposé à Viserys en mariage, et le second avait été écarté par Lionel.
Mais évidemment, le moment fort de ce passage, c'est la rencontre de Criston Cole et de Rhaenyra avec le fameux cerf blanc, qui symboliserait par sa présence l'assentiment d'une destinée royale, ou en tout cas la faculté de nommer un souverain. Et pour ceux qui ont lu Fire and Blood, un truc blanc qui a la capacité de nommer un souverain, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, bon, c'est dans la description encore une fois. Et cette rencontre a donc bien entendu plusieurs degrés de lecture, et le premier, le plus direct, ce serait que Rhaenyra serait quelque part légitime, aux yeux des dieux, aux yeux de l'univers, à devenir reine, et surtout ce pendant les célébrations de son concurrent Aegon. Mais personnellement, j'y vois un peu plus que ça. Vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure que une grosse thématique de l'univers, c'est de savoir qu'est-ce qui est un signe, comment l'interpréter? Et ben encore une fois, on est vraiment en train de se confronter à cette problématique. Est-ce que le rêve de Viserys qui voit son fils roi est vrai? Est-ce que l'apparition du cerf blanc est bien un signe d'approbation d'une légitimité quelconque pour Rhaenyra? C'est libre à l'interprétation, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la narration place l'audience exactement au même niveau que les personnages. Tout le monde y voit ce qu'il a envie d'y voir. Parce que la réalité, c'est quoi fondamentalement? Si on observe juste rationnellement, c'est juste un type qui rêve, d'une part, et une fille qui a croisé un cerf blanc. Juste un animal, rien de plus. Et si maintenant je vous dis que dans la mythologie celte, l'apparition d'un cerf blanc, c'est plutôt au contraire un message de désapprobation des dieux quand il y a quelque chose qui va à l'encontre des traditions, on commence à lire la scène d'une manière radicalement différente. Et donc en fait, c'est ça l'important que je veux que vous reteniez, c'est que vraiment, selon l'angle qu'on prend, selon ce qu'on a envie de considérer, n'importe quel signe peut être interprété de n'importe quelle manière par n'importe qui. Parce que l'important dans cette rencontre, c'est pas comment nous on l'interprète en réalité, c'est comment Rhaenyra va l'interpréter. Au final, c'est pas si important qu'on y voit un signe ou juste un animal qui leur tombe dessus, c'est que Rhaenyra, elle, y voit une affirmation de sa légitimité aux dépens de son frère qui lui a les lois, les us et les coutumes pour le soutenir. Et un autre parallèle de cette scène entre Rhaenyra et Viserys, c'est que là où lui, du fait de sa position de roi, il est dû à tuer le cerf, elle, comme elle a pas ses obligations royales, elle a pas cette pression de la cour autour d'elle, elle est maître de sa décision et elle peut laisser le cerf partir. Et elle aurait pu le ramener au camp et l'utiliser comme marque de sa légitimité, mais une fois de plus, ce qui compte pour Rhaenyra, c'est qu'elle-même en soit convaincue. De la même manière que là elle a eu le choix de laisser le cerf partir, plus tard, l'épisode va exactement continuer dans cette même lignée, puisqu'elle se retrouvera avec le choix de son mariage, ce qui est contraire à toute logique géopolitique et aux traditions. Encore une fois, on est dans cette optique de bousculer l'ordre établi. Et on poursuit avec deux petites scènes à King's Landing, l'une entre Alicent et son père Otto, puis une entre Alicent et cette fois son mari Viserys. Le premier donc est un dialogue père-fille qui a quelques éléments d'intérêt. Donc déjà, Otto nous réitère le sentiment de la noblesse dont j'ai déjà parlé, le fait que la nomination de Rhaenyra était plus contre Daemon qu'autre chose, et en attendant que y a un autre héritier qui vienne, puisqu'en toute logique, c'était un peu la raison pour laquelle le roi s'était remarié. La série fait d'Alicent quelqu'un de très conciliante à la cause de Rhaenyra, je trouve ça très intéressant, surtout par rapport à la suite des événements qu'on va pouvoir voir. Par contre, elle utilise une expression en disant qui je serais à la déposséder de son droit. C'est une expression qui est utilisée normalement plus tard par un autre personnage, donc je trouve ça un peu bizarre de l'utiliser maintenant pour Alicent, parce que même si ça fait sens en fait, je trouve que ça enlève énormément de l'intérêt du personnage qui plus tard normalement devrait prononcer cette phrase, donc je sais pas si ça va être réutilisé ou pas, mais voilà, on verra, de toute façon je peux pas vraiment vous en dire plus, donc on va passer tendant. On a ensuite une nouvelle scène avec Alicent et Viserys, et déjà on peut remarquer que Viserys a perdu ses doigts. C'est pas spécialement mentionné, c'est un petit détail, mais voilà, c'est assez intéressant. On avait vu dans l'épisode précédent que sa main s'infectait, et donc là, ses doigts ont été coupés. Je pense que la phrase la plus intéressante de cet échange, c'est en fait quand Alicent parle du mariage de Rhaenyra, qu'elle conseille Viserys, et qu'elle lui dit que Rhaenyra doit croire que c'est son propre choix. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est exactement la tactique que les Hightower ont employée sur Viserys. Pour contrer les prétentions de la famille Velaryon, les Hightower ont mis en avant Alicent de manière assez naturelle, organique, pour faire croire à Viserys que c'était de son propre ressort qu'il la choisissait comme reine, alors que c'était un coup assez calculé. Et voilà, après un épisode passé à suivre les évolutions en parallèle de Viserys et de Rhaenyra, avec des points communs, des divergences, on arrive à la conclusion de la partie continentale de cet épisode avec leur confrontation. Et donc on a une discussion qui est relativement intéressante, mais je vais quand même passer assez rapidement dessus, parce qu'au final, c'est juste une redite de tout ce que j'ai pu expliciter jusque-là. Rhaenyra se sent isolée, Viserys est tiraillé entre son devoir et son amour paternel, la princesse met le roi en face de ses contradictions, en lui montrant qu'il a une certaine forme d'hypocrisie, ce que le roi concède dans un échange qui est assez marrant, sauf que le problème c'est que, moins fois moins ça fait plus, mais quand tu fais une erreur politique plus une erreur politique, ça fait 2 erreurs politiques, ça s'annule pas. Et donc finalement,
Viserys laisse son amour pour sa fille passer au-devant de ses obligations pour le royaume, et il lui dit qu'il souhaite qu'elle se trouve elle-même son propre mari, ce qui se passe absolument pas comme ça dans le livre, donc j'ai vraiment hâte et je suis très intrigué sur comment la série va faire pour gérer cette situation et le mariage de Rhaenyra en fait. J'ai ma petite idée, mais on verra ça dans les épisodes suivants. Et on va finir avec la deuxième partie de l'épisode qui se concentre sur la résolution de la guerre dans les Stepstones. Alors, comme c'est surtout de l'action, je vais pas vraiment analyser plus que ça, mais globalement, je suis assez déçu de cette conclusion. Je trouve que l'épisode arrive pas bien à nous faire comprendre la difficulté du conflit, les conditions qui mènent à cette impasse et l'impact que ça a sur les hommes, tout ça, et on nous le dit beaucoup trop en fait, on nous le répète tout au long de l'épisode, mais on nous le montre jamais. Alors, je sais pas comment ils auraient pu faire ça, peut-être entrecouper l'épisode de petites séquences de la guerre pour nous montrer la complexité d'une guerre asymétrique, où il faut prendre une à une chacune des îles, se battre sur chaque plage et dans chaque caverne, un peu comme sur le front du Pacifique dans la Seconde Guerre mondiale en fait, ou pendant la guerre du Vietnam avec les dragons qui font office de napalm. Enfin voilà, nous montrer plus les enjeux de ce qui est en train de se passer, alors que là au contraire, on doit tout prendre pour argent comptant sans réelle justification. Avec une triarchie qui semble plus vraiment en mesure de menacer le commerce, ni même de se réapprovisionner. Donc voilà, la série échoue un peu à nous montrer vraiment le danger qu'il représente. Et aussi, c'est un peu le problème d'avoir des dragons. Ça déséquilibre tellement le rapport de force que c'est compliqué d'écrire un conflit crédible derrière. Et donc là, on a un ennemi qui nous a été teasé pendant 2 épisodes, mais qu'on voit jamais en action réellement, dont la situation est résolue en une scène, qui plus est complètement bullshit, avec un Daemon invincible qui tape un move de super-héros, une armée Velaryon ex machina qui sort de nulle part pour sauver la situation, et une intervention de dragon surprise alors que l'ennemi s'y attend. Et tout ça conclut 3 ans de guerre sur un coup de tête, et du coup on se dit, mais si c'était si simple que ça, pourquoi ils l'ont pas fait avant quoi? D'ailleurs, petit regret, mais j'aurais aimé que les membres de la triarchie soient un peu plus reconnaissables visuellement selon laquelle des 3 cités y viennent, et pareil, pour l'armée de Daemon, j'aurais bien aimé qu'on voit beaucoup plus de mercenaires, parce que là on a l'impression que c'est vraiment une troupe organisée, avec des combattants d'armée régulière, alors que c'est pas le cas en fait. Bon, à part ça, il y a quand même des éléments intéressants à noter. Tout d'abord, la réaction de Daemon à l'envoi d'aide de Viserys s'en dit long sur le personnage, ce besoin d'exister en faisant quelque chose par lui-même sans accepter l'aide de qui que ce soit. Et d'ailleurs, dans Fire and Blood, en fait, c'est quand il apprend que Viserys va se remarier qui fait fouetter presque à mort le messager. À part ça, on voit Corlys Velaryon qui se bat avec une hache. Alors je sais pas si c'est volontaire, mais normalement c'est la maison Celtigar, encore une fois, qui possède une hache en acier valyrien. Donc s'il vous plaît, respectez un peu la maison Celtigar pour une fois quoi. Sinon on voit enfin un 3e dragon avec Seasmoke, le dragon de Laenor Velaryon, qui est donc à moitié un Targaryen, c'est pour ça qu'il peut chevaucher un dragon. Et d'ailleurs la série fait de Laenor un guerrier, ce qui est une énorme divergence avec le livre dans lequel il est aucunement intéressé par cette optique, et à ce propos on apprend même plus tôt de Lionel Strong que Laenor est chevalier, puisqu'il appelle Sir Laenor, ce qui est aussi une grosse différence puisque Laenor en fait est adoubé bien plus tard que ça dans l'histoire. Donc voilà, il y a une petite réécriture qui est en cours. Et finalement, l'épisode se conclut sur un beau parallèle entre Daemon et Rhaenyra, puisque, à l'image de sa nièce, celui-ci finira ensanglanté à ramener une carcasse au camp. Et voilà, c'est la fin de cette analyse de l'épisode 3 de House of the Dragon. On se retrouve très vite pour l'épisode 4, dis-moi ce que vous en avez pensé, et je vous dis Valar Morghulis, et à la prochaine, bye.